Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec le nouvel épisode de la saga olympique de Marseille. Après Roberto De Zerbi, c'est Mehdi Benatia qui a quitté un navire qui chavire depuis de longues semaines. Le dirigeant a annoncé hier dans un communiqué sa démission de l'OM, quelques jours seulement après les premières rumeurs d'une démission demandée, puis refusée par Franck Macourt. Cette fois, aucune condition n'est posée. Mehdi Benatia quitte donc bel et bien Marseille après 2 ans passés à l'OM. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément, a notamment déclaré Mehdi Benatia pour justifier sa décision. Selon nos informations, ce départ met en lumière des dissensions profondes au sein de l'organigramme olympien. L'une des clés majeures de ce départ réside dans la dégradation brutale des rapports entre Mehdi Benatia et son président. Cette belle idylle était devenue l'une des grandes forces du club phocéen, mais elle s'est récemment dégradée. Longoria aurait pris ombrage face au poids croissant de Benatia au sein de l'institution et auprès des joueurs, voyant d'un mauvais œil la nouvelle aura de son directeur du football. Le président marseillais a même avoué en coulisses ne pas avoir bien vécu les dernières banderoles hostiles à son encontre à l'Orange Vélodrome face à Strasbourg, et il n'a pas digéré la gestion chaotique du départ de Roberto De Zerbi et les contre-performances sportives de 2026 qu'il impute à demi-mois son ex-directeur du football. L'heure du bilan a donc sonné pour Mehdi Benatia et il est perceptible de 2 manières. Sur le mercato, il a permis à l'OM de faire venir des noms comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood, mais surtout Roberto De Zerbi. Il est aussi l'un des symboles de cette instabilité évidente à Marseille. En témoignent les mouvements incessants sur le mercato, y compris pour des joueurs qui sont là depuis 6 mois seulement. Bon, retournons sur le terrain. La théorie se confirme. Quand un Olympique va mal, l'autre flambe. Et en ce moment, Lyon est très heureux. 13 succès de rang pour l'OM qui a battu l'OGC Nice 2-0 grâce à des buts de Corentin Tolisso et Noah Nartey. Même sans briller, Lyon enchaîne et prend 5 points d'avance sur l'OM qu'il retrouvera au stade Vélodrome dans 2 semaines. Dans les autres résultats de la journée, Le Havre a battu Toulouse 2-1 malgré un carton rouge reçu à la 2e minute. Lorient a fait chuter Angers et se rapproche de l'Europe. Et enfin, Auxerre a gagné le match de la peur à Metz. Un succès 3-1 qui permet aux Bourguignons de toujours croire au maintien alors que le club grenasse s'enlise à la dernière place du classement. Cap sur la Catalogne où une réaction est attendue ce soir pour le Barça. Les joueurs d'Hansi reprennent du service après la claque 4-0 reçue sur la pelouse de l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. C'est un derby thérapeutique comme l'explique le journal Sport. Le Barça doit absolument gagner pour reprendre la tête de la Liga après la victoire du Real Madrid, mais aussi pour se rassurer et oublier cette grosse déconvenue. Du côté de Girone, il faut prendre des points pour s'écarter un peu plus de la bataille pour le maintien. Derby catalan au sommet avec des enjeux différents mais une envie commune. Prendre 3 points, Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse et il a confiance en son équipe après la lourde défaite à Madrid. L'Atlantique était prête pour ce match, c'était normalement un match au niveau de la Ligue des Champions. Je pense que les premiers 45 minutes, nous n'avions pas l'attitude d'être compétitifs dans cette situation. Un contre l'autre, chaque duel, ils sont beaucoup meilleurs. On change de région direction la capitale, Espagnol et Madrid où le Real prépare son déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Barrage obligatoire pour la Maison Blanche qui a loupé le top 8 en Ligue des Champions et donc retour au stade de la Louse. Le Real a préparé ce match de la meilleure des manières avec son large succès face à la Real Sociedad, surtout que cette victoire a été obtenue sans l'inévitable Kylian Mbappé. Le meilleur buteur madrilène est encore gêné par son genou. Álvaro Arbeloa a préféré s'en passer samedi dernier et cette victoire est sûrement la plus convaincante de la saison sans Mbappé. Pas de doute pour demain. En revanche, l'ancien parisien sera bien de retour et il débutera la rencontre pour le plus grand bonheur de Vinicius Junior qui a fait quelques révélations sur Mbappé dans une vidéo intitulée 24 heures avec Vinicius Junior. Avec le streamer eBay, l'ailier du Real Madrid a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, souvent présentée comme froide par la presse espagnole depuis l'arrivée du Français. Chaque été, je lui écrivais « Quand est-ce que tu viens ?» J'étais son agent, j'ai fait la même chose avec Bellingham, je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner, a déclaré le Brésilien. Ça a le mérite d'être clair, ce match aura aussi un impact capital sur la suite de la saison d'Arbeloa. L'ombre de Mourinho plane sur lui, écrit la presse espagnole, sans pour autant révéler un quelconque intérêt pour le coach portugais. Mais les relations entre Florentino Pérez et José Mourinho ont toujours été très bonnes. Et en plus de ça, le Special One peut quitter son club dès la fin de saison et sans clause.
Un détail qui compte pour le Real Madrid à l'heure où l'intérim d'Alvaro Arbeloa est toujours incertain. En attendant de savoir qui sera le prochain coach du Real Madrid, la presse catalane ne lâche pas le rival. Les deux nouveaux pénaltys obtenus par Vinicius Junior ont fait parler. Les rois du pénalty, écrit d'ailleurs le journal Sport. Le Real Madrid a déjà eu 13 pénaux cette saison en Liga. On est sur un rythme record puisque le second est Giron avec 7. C'est d'ailleurs la première fois qu'un club espagnol a une différence de plus 10 entre les pénaltys obtenus et les pénaltys concédés. Même au niveau européen, le Real est loin devant les autres puisque le Bayern est deuxième avec seulement entre guillemets 9 pénaux obtenus. Un précédent dangereux, ajoute même le Mundo Deportivo. On sait que l'arbitrage est un vrai débat en Espagne, il l'est encore plus quand le Real obtient des pénaltys régulièrement. Vinicius Junior se jette à chaque fois qu'il remarque un léger contact, ajoute le journal barcelonais. Pour la presse catalane, ce nombre élevé de pénaltys ne passe pas et ça se voit. L'autre club, Madrid, n'en aurait bien eu besoin hier soir justement. Quelques jours après avoir été impressionnant contre le Barça, l'Atlético de Madrid a coulé sur la pelouse du Rayo Vallecano et s'est incliné 3-0. La preuve que cette équipe est toujours aussi inconstante. Difficile d'espérer aller chercher quelque chose en jouant comme ça. On file en Italie où la AS Roma Naples nous ont offert une très belle affiche dans la lignée du choc entre l'Inter et la Juventus. Preuve de grandeur écrit Il Romanista, même si ce score de 2-2 n'arrange pas le club de la Louvre qui reste à 3 points de son adversaire du soir. Roma a mené 2 fois au score, 2 fois grâce à Daniel Malen qui réussit des débuts quasiment parfaits en Italie. L'attaquant néerlandais est hyper décisif depuis son arrivée d'Aston Villa, mais ça ne suffit pas et il en veut plus comme il l'a déclaré après le match parce qu'en face il y avait une équipe valeureuse de Naples qui a résisté. Le champion en titre ne lâche pas l'affaire même si l'Inter semble s'envoler vers le Scudetto. Spinazzola et Alisson Santos ont permis à leur équipe de recoller au score à 2 reprises. Un point bienvenu même si Naples a sûrement dit adieu à la course au titre puisqu'il y a déjà 11 points d'écart avec l'Inter Milan le leader. On va finir cette revue de presse en Angleterre. James Trafford fait la une du Manchester Evening News puisqu'il s'est exprimé sur sa situation assez étrange à Manchester City. Le retour ne ressemble pas à ce que j'espérais, a déclaré le gardien anglais. Très honnête sur sa situation, il faut dire que Trafford a refusé de signer à Newcastle pour faire son retour à Manchester City, où la place de numéro 1 l'attendait, du moins sur le papier, parce que les Sky Blues ont finalement sauté sur l'opportunité Gigio Donnarumma, et l'Italien semble indéboulonnable. James Trafford a eu un peu de temps de jeu, mais c'est loin de ce qu'il attendait puisqu'il voulait avoir un statut de numéro 1 dans le club qu'il a formé. Du côté d'Arsenal, pas de problème de gardien, mais de blessures. La liste de blessés s'agrandit encore du côté des Gunners, avec Riccardo Calafiori et Ben White qui se sont ajoutés à la cascade de Bobo, Martin Odegaard, Kai Havertz, Mikel Merino. La liste était déjà très longue et ça a de quoi inquiéter Mikel Arteta qui rêve toujours d'un quadruplé historique avec Arsenal. Alors ça n'a pas empêché leader de Premier League de disposer tranquillement de Wigan en FA Cup. Victoire 4-0 grâce à un très bon Eberechi Eze qui ressort de sa cachette, 2 passes décisives pour l'ancien de Crystal Palace et une prestation réussie pour Bukayo Saka également dans un rôle différent. Arteta a même annoncé qu'il pourrait l'utiliser dans un poste plus axial. De toute manière, le technicien espagnol risque de devoir trouver des solutions pour pallier les nombreuses blessures. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain pour une nouvelle revue.